players in big league hockey. The name of the Rocket. Fire on ice, he was described in one Sports Illustrated story. Maurice Richard, would you stand up there and take a bow, please? Rocket Richard is basically known as the guy that established goal scoring as a specialty in our sport. Quand j'étais jeune, je jouais toujours contre des plus vieux que moi. Il n'y a personne qui m'a montré comment compter un but, comment lancer, comment patiner. Ça s'apprend pas. On l'a ou on l'a pas. Tu sais patiner cet après-midi? Je peux pas. Tu vois bien que j'en ai besoin pour jouer. Je peux y prêter une fois de temps en temps. Pendant bien des années, j'ai joué pour le club de l'équipe de Bordeaux, de Saint-François de Laval. On joue actuellement avec des petites exhibitions un peu partout dans des petits villages alentours de Bordeaux. Il y en a scoré 10, comme la semaine passée. Puis contre le club le plus fort. Durant ma carrière, c'est arrivé d'avoir le dessus de la cheville ou un genou, puis j'avais la misère à marcher, j'embarquais sur les patins, je patinais, puis ça me faisait moins mal. C'est pas les mêmes mouvements. You want to know how much you're going to make? Argent? C'est juste 5 000 piastres par année ou c'est pour les 2 ans? Par année, je pense. T'aurais dû emmener ton père. Comme ça, vous auriez été deux à rien comprendre. Maurice Richard, 5. Toronto Maple Leafs, 1. Hurry! Keep it up, young man, and it's the Stanley Cup for us. And I gave him a penalty that he deserved. He'd throw those eyes on me, you know, and I swear the holes would go right through my head from the force of them. It was terrible to look at those eyes when he was mad. J'ai jamais vu un joueur se faire caustic in main. Même pas Maurice. And the easiest thing in the world to do is shadow. And a guy like Rocket Richard might have scored 80 goals in 50 games if they didn't allow that back in the 50s and 60s. Il était surtout, je pense, le meilleur compteur quand c'était important, quand c'était sur la grosse tension. C'était la première fois que j'étais félicité par tant de monde. J'étais plus capable de me retenir, alors j'ai pleuré dans la chambre. Je crois que je suis un être humain comme tout le monde. Du tricolore enregistré par Maurice Richard. Lucille Norchet, l'adolescente qui venait déjà voir jouer Maurice Richard au Parc La Fontaine, a été pendant toute la carrière de son mari sa spectatrice la plus assidue, ne ratant presque aucune partie au Forum. J'étais content qu'elle me suive un peu partout ce que j'allais jouer. Rendu dans le professionnel, elle ne manquait jamais de partie qu'on jouait au Forum. Elle est aussi là pour l'accueillir à son retour des jeux disputés à l'extérieur. Ma mère en parlait comme si c'était son idole. Ma mère était, je pense, son plus gros fan. Elle l'admirait beaucoup. Mon père n'était pas souvent là. Les décisions, c'est notre mère qui prenait. Puis c'est la seule personne qui pouvait faire changer de mon père. Si mon père disait une chose, mais ma mère elle disait d'autres choses. Dans le fond, c'est ma mère qui décidait qu'il y avait la raison, dans le fond. Les enfants, aussitôt qu'ils avaient l'âge assez vieux pour pouvoir porter des patins, je sais que je les emmenais patiner avec moi. J'étais bien content de les emmener. Tous les années que j'ai joué de Canadien, tous les enfants sont venus avec moi. Puis souvent, après les pratiques, on amenait nos patins. On avait peut-être un petit 15 minutes, 20 minutes qu'on pouvait patiner un peu avec le père. Ça arrivait à l'occasion. Ça a été des beaux souvenirs, ça a été du beau temps. Non seulement patiner, on allait glisser sur le bord de la montagne, on allait glisser dans un peu partout. On les emmenait en patinoire public. C'est toutes des choses que j'ai bien aimées. Tout le monde chez nous, papa est simple, toute la famille, on est tous des gens très simples. Fait que tu peux pas voir l'impact que ça peut être d'avoir un père comme Maurice Richard. Maman? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Y est-tu une heure du matin? J'étais pas capable de dormir. Attends. Bon. La maîtresse, elle a dit un matin à l'école que t'étais le meilleur joueur au monde. C'est vrai, ça? Ben oui, ils l'écrivent partout dans les journaux. Oui? Mes amis sont jaloux. Bon. On va se recoucher, là. Bonne nuit.
qui me rend le plus fière, là, c'est que tu as prouvé à tout le monde qu'un Canadien français pouvait être le meilleur. Des fois, je me demande comment ça se fait. Que t'es aussi bon. Que je mets le puck dans le goal aussi souvent. Maurice Richard et Lucille Norchet ont passé 52 ans ensemble. Avec leurs 7 enfants, ils ont poursuivi à l'abri du public une vie de famille discrète et heureuse. Mon père n'a jamais été une personne qui était très extravertie. Il parlait pas beaucoup, il parlait rarement de hockey à la maison. S'il en parlait, c'est parce qu'il y avait des journalistes qui venaient ou des gens qui posaient des questions. Mais dans la vie de tous les jours, en famille, il parlait très peu de hockey. La vie de famille dans un sport, n'importe quel sport professionnel, je pense que c'est beaucoup. Quand ça va mal, on a quelqu'un à qui parler, puis on a nos enfants à qui ils s'intéressent, qu'on s'intéresse. Puis dans ce temps-là, bien, ça nous aide à travailler plus fort. Je pense que dans le sport professionnel, c'est la meilleure chose pour un athlète, c'est d'être marié. Bien entendu, si ça va bien dans la vie familiale. Il y avait l'été qu'on le voyait souvent, parce que l'été, il arbitait la lutte avec Yvon Robert et Larry Moquin. Et nous, les enfants, Rocket et moi, on suivait. Tous les étés, on faisait le tour de la Gaspésie, le Lac-Saint-Jean. On était avec lui tout l'été. Là où je l'ai vu le plus heureux, c'est quand il m'amenait dans ses voyages de pêche avec ses amis, dans le bois. Il était certain de rencontrer de foule au coin de la rivière ou du lac. Il s'habillait à la bonne franquette. Il aimait jouer des tours, il aimait s'amuser, il se baignait. Moi, les plus beaux souvenirs que j'ai de mon père, c'est ces moments-là. Je le voyais au naturel, je le voyais heureux, content. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On assiste ce soir au Forum de Montréal. 11 octobre 1952. Pour la première fois, la partie de hockey du samedi soir au Forum est présentée à la télévision. Voici la mise au jeu. Howe est le premier à toucher à la rondelle. Au début, on avait seulement la 3e période à la télévision. Alors, les 2 premières, on les écoutait à la radio. La 3e à la télévision. Smith était requis. Une bagarre avant que le jeu n'ait été interrompu. C'est Harvey et Mills Smith. C'est la première fois, incidemment, que nos appareils de la télévision ont le plaisir de vous présenter une petite bagarre. 2 autres joueurs qui commencent. Saint-Laurent et Léo Labine de l'autre côté. Quand ils se battaient, on était énervés. Quand il y a des blessures, on était énervés. Je me souviens avec ma mère, on écoutait ça dans la cuisine. On était nerveux. Ma mère me prenait dans ses bras. Il savait qu'il prenait des risques. Mais c'était son tempérament, de toute façon. On n'aurait pas pu rien changer. Là. Il était comme ça. La fougue. Quand Maurice Richard amène ses enfants patiner, c'est aussi en rêvant de les voir jouer dans un club professionnel un jour. On se faisait un petit peu narguer. On était le fils du grand joueur de hockey. Là, probablement qu'il s'imaginait qu'on aurait dû être aussi bon que lui, mais on n'avait sûrement pas le talent puis le désir de vaincre comme le père avait. Bien oui, j'aurais bien aimé ça pouvoir avoir évolué avec un de mes fils. Il y en a 2, 3 là-dedans qui auraient pu peut-être réussir, mais par contre, les garçons, ça qui ça allait pas bien ou qu'ils ne comptaient pas des buts, ben, ils se faisaient dire, bien, ton père était bien meilleur que toi, puis tu joueras comme un professionnel, en plus de toutes les petites bêtises qu'ils pouvaient leur dire. Là. Et qu'avec tout ça, ces choses-là, ils ont pensé que c'était mieux de se diriger dans une autre voie, je pense. Aujourd'hui, vraiment, là, je me rends compte que c'était quelqu'un. Mais je l'ai entendu beaucoup parler. C'est drôle, il y a des gens plus âgés qui viennent me voir, puis « Ah, mon Dieu, je me souviens, j'étais là », puis c'est agréable de se faire compter ça. Là, tu réalises que c'était ton père. Hein. Bien avant l'apparition du mot fan club, celui de Maurice Richard est florissant. Les demandes de photos et d'autographes affluent jusqu'à la maison familiale. Lucille Richard, aidée de sa belle-mère et de quelques voisines, doit répondre à des centaines de lettres. Ça a toujours été comme ça, le gars qui refuse de signer un autographe. Il y en a beaucoup dans le sport professionnel, dans le baseball, dans le football, le basketball. Les gars, ça n'arrête pas, ça.
ça, j'aime pas trop ça. Et puis, quand j'étais petit gars, j'allais chercher son autographe sur Atwater. Chaque samedi matin, je prenais l'autobus puis le tramway, puis on allait acheter les autographes des joueurs du Canadien, puisqu'il y avait leur meeting du matin. Et là, évidemment, c'était tout la même chose. Ils nous voyaient toujours là tous les semaines. Encore toi, l'autographe. Quand on va quelque part puis que personne ne vient nous demander d'autographe, personne ne vient nous parler. Cette journée-là, ma qui arrive, je vais rester à la maison puis je ne sortirai plus. De Gaspé jusqu'à Longueuil envahissent le forum pour venir voir jouer le rhum. Il y en a qui donneraient leur vie rien que pour un petit bec de lui. Maurice les embrasserait bien, mais il est mieux rentrer des points. En ce début de saison 1952, le public est en haleine. Le Rocket est sur le point de fracasser un autre record. Le plus grand nombre de buts comptés par un joueur de la Ligue nationale de hockey. Bouchard et l'autre très loin. Richard encore. Et le point. Le voilà. Le voilà le point. Le 325e but de la carrière de Richard. Ce fameux 325e but, Maurice Richard le compte au Forum le 8 novembre 1952. 10 ans jour pour jour après son tout premier but comme joueur professionnel. Nelson Stewart est là pour le féliciter. Ici, Chicago a demandé à faire un petit but dans Voyons, Larry Markins va se battre contre... So, what's next? I want to see some more records. Yeah, they sure don't call you names much anymore. No, they sure don't. Have you read this? Le Petit Journal. No, je pense pas. You gonna translate? No, just listen. A reader wrote it. Richard, cœur de lion. Richard, roi de la glace. Recordman au grand cœur. Tu as de notre race le panache et l'ardeur. La froide statistique fait de toi un héros. Mais tes élans magiques t'élèvent encore plus haut. Au nom de tous les hommes qui chanteront ton nom, permets que je te nomme Richard au cœur de lion. À Latino aussi, les gars, il a gagné! OK, envoyez au cap, c'est à peu près juste là qu'on peut te battre. Je dois dire que quand j'avais une chance d'être seul avec un gardien de but, j'essayais de faire un jeu différent, de déjouer d'une manière différente ou de lancer d'une manière différente. C'est pour ça que les gardiens de but ne connaissaient pas mon idée que j'étais pour faire. Parce qu'en général, les joueurs qui ont une chance d'arriver seul contre un gardien de but font à peu près toujours le même jeu. Alors les gardiens de but les connaissent, les joueurs. He was the type of player that shot the puck all the time. He was always shooting. He never missed the goal very much, and whoever the goalkeeper was always had to make a play on it. Je ne savais pas quelle sorte de jeu j'étais pour faire. Si j'étais pour lancer ou essayer de jouer sur un de jouer sur l'autre. Peut-être souvent de lancer de loin. Alors, j'avais peut-être plus de facilité que beaucoup d'autres joueurs. Parce que je ne le savais pas moi-même. Major au centre. Continue son chemin. Beau jeu par Major. Lac intercepte. Lance et goal! C'est le délire. Ce soir d'avril 1953, quand Elmer Lack, assisté de Maurice Richard, marque le but donnant la Coupe Stanley aux Canadiens. L'enthousiasme de Maurice est si grand qu'il casse le nez de son coéquipier en lui sautant dans les bras.
On est en période supplémentaire à la dernière partie de la série éliminatoire contre Boston. C'est pas la peine de vous dire comment c'est de l'homme, celui-là. Celui qu'on porte en triomphe et il l'a bien mérité. Elmer Lack. Canadien remporte la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1946, depuis 7 ans. Des scènes inoubliables. Elmer avec son coach a été confié à Lack. Sur une passe de Richard. Le temps, 1:22. 1:22, le temps officiel de ce but incomparable, il faut bien le dire, puisque le lancer d'Elmer Lack que vous avez aperçu est allé se loger très bas dans la case de Sugar Jim Henry, qui n'eut aucune chance là-dessus. Richard et Lack continuent de s'en donner à cœur joie. Richard, habituellement peu démonstratif, se laisse complètement aller à sa grande joie. La Coupe Stanley qu'on transporte au centre de la patinoire. Et aussitôt, je cède la parole à Michel Normandin. Je me demande, nous allons nous frayer un passage vers Maurice Richard. Maurice Richard qui a donné la passe à Lack pour remporter la Coupe Stanley. Maurice. Oui, mon cher Michel, et puis je peux te dire que c'est la première fois que je suis nerveux de même. C'est la première fois depuis que je joue au hockey, je peux te le dire. À tout événement, vous l'avez gagné, la Coupe Stanley, là, mon cher Maurice. Tellement, Michel, puis c'est la partie que je vais me rappeler depuis longtemps, je crois. Alors, merci de tes efforts et félicitations, mon cher Maurice. Bonsoir. Son salaire, toujours gardé secret. Mais celle qui l'assure, qui lui donne 500 $ par année de plus que le joueur le mieux payé de la Ligue. Les joueurs ne savaient pas le salaire entre eux autres. Les seuls qui savaient le salaire, c'était le gérant général, puis les dirigeants de la Ligue nationale, le président de la Ligue nationale, où les contrats étaient. Dans la Ligue nationale, il n'y en avait pas de joueurs avant les années 50 qui avaient un agent qui travaillait pour eux autres. Je pense que ça n'a pas donné grand-chose parce que quand on appartenait à une équipe, il fallait jouer pour cette équipe-là, à moins que vous soyez échangé. Peut-être que si on avait eu des agents qui nous auraient aidés, qui auraient été voir le gérant général, qui auraient discuté avec eux, peut-être qu'on aurait pu faire un peu plus d'argent, mais c'était pas le temps. Le temps n'était pas arrivé encore pour ça. Ben, nous autres, dans ce temps-là, on était imbéciles. On se parlait pas. On a dû se parler. Aujourd'hui, tous les joueurs savent combien l'autre fait. Un gars comme Maurice Richard, s'il jouerait à notre époque, il ferait peut-être 10-15 millions par année. Donc, c'est dommage que dans ce temps-là, les joueurs n'ont pas pu profiter de l'argent qu'on profite en ce moment, mais je pense qu'il s'en est bien tiré de sa façon. Maurice Richard n'a jamais gagné plus de 45 000 $ au cours d'une saison, incluant les parties des séries éliminatoires. Butch Bouchard et lui ont déjà fait front commun pour obtenir une augmentation de salaire. On arrive pour pratiquer. Notre coach, Dick Irvin, le sénateur, a dit « Vous ne pratiquez pas. » Comment ça, on ne pratique pas? Il vous êtes suspendu. On s'assoit dans l'estrade, tous les deux, Maurice puis moi. On était autour, ben pas les deux moins bons de l'équipe. Alors on s'est dit, le bonhomme, s'il veut pas qu'on joue, il va avoir du trouble avec son club tout à l'heure. À un moment donné, on voit M. Gorman, qui est un paquet de nerfs, il courait dans l'allée, il arrive, qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Il savait, là, ben, on est suspendus, tous les deux. Il repart pour le bureau. Il revient 20 minutes après, il dit « Allez pratiquer, j'ai tout réglé, vous avez ce que vous avez demandé. »
La cloche sonne, la pratique est finie. On a pratiqué le lendemain, Maurice et moi. Puis on a eu notre montant. Moi, j'ai eu 10 000, Maurice a eu, je me souviens pas combien, une affaire là. C'est pour dire comment c'était dans ce temps-là. Alors, c'est ça, c'était un peu d'abus, là, un peu. Quelques équipes sont d'ailleurs prêtes à renchérir pour que Maurice prenne leur couleur. Moi, je ne pouvais pas le voir partir n'importe pourquoi. Non, il était quelqu'un de très important. Manière de jouer, ses qualités, mais comme personne, il était aussi très, très, très important à l'équipe. À Toronto, où il a été très souvent chahuté, on déroule finalement le tapis rouge jusqu'à l'hôtel de ville. Un événement qui vient confirmer son statut de vedette à l'échelle du Canada tout entier. Dans le temps, je voulais pas être échangé, ça c'était certain. Mais si les salaires avaient été assez... il y aurait eu une grosse différence dans le salaire. Je pense qu'il aurait peut-être pu accepter d'aller jouer à Toronto, parce qu'à Toronto, le public était réellement sympathique pour moi-même, pour Henri aussi, bien entendu. Et je pense qu'il aurait passé... pas sûr que je n'aurais pas accepté. Maurice Richard est désigné le joueur le plus spectaculaire de la Ligue nationale. Profitant de sa notoriété, l'hebdomadaire Samedi-Dimanche lui ouvre ses pages. Maurice y transporte la fougue qu'on lui connaît sur la glace. Rocket, I read what you wrote. You don't read French. Well, they explained it to me. So, what for? What for what? Well, why do you write stuff like this? Ask him to write a column. He writes a column. Well, that stuff could get you in trouble, Maurice. Belleville, Quebec City, all that stuff. Belleville should play here. Everybody knows that. And they hate my brother Henri. I don't take crap like that. C'est pas juste trop loin, là. Henri est capable de se défendre tout seul. Hein? Just be careful, okay? Il y avait évidemment beaucoup de pression sur M. Selke et le Canadien. Comment ça se fait qu'il ne réussissait pas à me convaincre de joindre le Canadien? Et de temps à autre, Maurice, selon les événements, devait commenter et m'invitait par l'entremise de sa chronique à rejoindre le Canadien. Avec son franc-parler, Maurice Richard déclenche bientôt toute une polémique. Il dénonce le manque d'esprit sportif des spectateurs du Colisée pour leur animosité envers son frère Henri et d'autres jeunes joueurs montréalais lorsqu'ils jouent à Québec. Ce qui ne manque pas d'attiser la rivalité entre Montréalais et Québécois. C'est encore un fou de Québec. Je sais pas comment ils font, hein? On dirait que les villes de Québec au complet connaissent notre numéro. Ça valait bien la peine de le faire mettre privé. Pourquoi ils veulent pas que Béliveau vienne jouer à Montréal? C'est un petit peu compliqué. Pourquoi ils t'aiment pas? Laisse ton père tranquille 2 minutes. Je vais t'expliquer tantôt. Maurice. J'ai peur pour les enfants. Ils savent pour les menaces. C'est juste quelques têtes folles. Mais justement, c'est des têtes folles. Pour conduire, puis chercher les enfants à l'école. C'est arrivé ce matin. Puis Maurice s'est battu à l'école. Avec un petit gars qui venait d'arriver de Québec. Peut-être que je devrais pas écrire. Non, t'as raison.
Mais qu'il n'y en ait pas un qui s'en prenne à l'autre petit. Des dizaines de lettres parviennent au journal. Plusieurs menaces anonymes, mais aussi des encouragements aux requêtes, parce qu'ils disent que plusieurs n'osent pas exprimer. L'offre du club canadien est finalement assez alléchante pour convaincre Jean Béliveau de quitter Québec pour Montréal. Maurice est sur la glace pour accueillir son nouveau coéquipier. Well, you want me to warn him? If you don't, I will. Warn him about what? It's all true. That's the problem. Rocket, been writing a lot. Same stuff? Not this time. I write what they all think. What they all think? Come on. You don't have to keep putting it in the papers, goddammit. Did you read it? It's about the league, Campbell. What are they doing? Helping Detroit. Nailing us down in the penalty box. It's all true. Yeah, but it doesn't matter. Does it matter? Please read it. Okay, now I'll read it. La fin. Voilà mon opinion franche. Et si elle doit m'apporter des sanctions, eh bien tant pis. Je sortirai du hockey et j'ai idée que plusieurs autres joueurs du Canadien qui partagent mon opinion en feront autant. Mais il faut un changement quelque part. Well, it's true, but stop saying it in the papers. Maurice, I want to see you upstairs, Mr. Selke. You got 5 minutes. Maurice, if you need some help. Rocket. Forget what I said. Ils t'ont forcé à écrire ça? Je peux pas croire. Lorsque j'ai écrit cet article, je ne me suis pas rendu compte de la gravité des accusations qu'il contenait. Je n'ai pas pensé non plus au fait que cette chronique allait faire le tour de la presse du pays. Je fais humblement mes excuses au président Campbell, au gouverneur de la Ligue, non pas parce que j'y sois forcé par mon propre club, mais parce que c'est le geste honorable et sportif à faire. M. Selke m'a aussi conseillé de cesser d'écrire pour un journal ou pour d'autres publications, tant que se prolongera ma carrière de joueur actif. J'accepte cela de bon gré. T'humilier plus que ça. Dans le fond, il cherchait juste un moyen de t'empêcher de parler. L'homme qui
qui arrive en ce moment de Détroit est sans doute l'un des Canadiens, des 3 ou 4 Canadiens les plus franchement prestigieux et les plus universellement acclamés, c'est Maurice Richard. Et on lui demanderait pour Radio-Canada s'il n'aurait pas un mot à dire aussi avant que les centaines de personnes qui vous attendent en haut, là, ils vous saisissent. Vous êtes soulagé, hein? Oui, très soulagé. Je remercie beaucoup le public qui m'a encouragé pour mon 400e but, mais ça me fait beaucoup de peine de ne pas l'avoir soiré à Montréal. On s'était rendu à la gare centrale et Pierre Valcourt et moi avions pris Maurice Richard sur nos épaules pour le monter dans l'escalier roulant pour arriver en haut où il y avait foule qui l'attendait. Et voilà ce que c'est que la célébrité. Des gens qui ne connaissent pas du tout sont là qui crient Maurice et péniblement installés sur 2 paires d'épaules, beaucoup moins en équilibre que sur la glace, Richard se dirige vers la sortie. Puis toi, là, si on te demandait ce soir, qu'est-ce que tu voudrais être plus tard, qu'est-ce que tu dirais? Joueur de hockey. Comme Richard. Et puis toi? Comme Richard. Vous voyez, je crois pas qu'il y ait beaucoup de poètes, ni de compositeurs, ni d'écrivains qui puissent en dire autant. Pour souligner son exploit, la direction du Forum et la Ligue nationale de hockey remettent tous deux à Maurice Richard un chèque de 1 000 $. Il en fait don à 2 hôpitaux pour enfants, en souhaitant qu'un jeune malade puisse un jour avoir le bonheur de patiner et de jouer au hockey. Maintenant, mon cher Maurice, en cette année qui s'achève, je crois que la première question à poser, ce serait ta plus grande émotion depuis dans le cours de 1954. Bien, c'est bien facile à répondre à cette question-là, M. Maillet. Je crois que c'est le 400e but de ma carrière. J'ai scoré dernièrement à Chicago. C'était le 18 décembre, un samedi décembre, c'est ça, oui. Puis c'était à Chicago. Bien ça. Puis ça a été une grande émotion dans toute ta carrière. Bien, beaucoup de monde en parlait. Il fallait que ce soit une grande émotion pour moi aussi. La tension nerveuse était dure hein, dans les derniers jours. La tension n'était pas aussi dure que quand je voulais atteindre le 325e but. À l'époque, le club se déplace en train. On jouait au 4 sur le train, on pouvait aller dans la salle à manger, on avait des lits, évidemment. C'est arrivé à quelques occasions, de temps en temps, dans le play-off, dans la série finale, que nos femmes avec nous autres dans la ville où on évoluait. Les femmes restaient ensemble et les joueurs restaient ensemble. On ne restait pas dans la même chambre le temps des séries finales. Sur de courts trajets comme celui de New York, ils arrivent le lendemain matin, à temps pour assister à la messe avant d'aller se reposer en attendant la partie. Après une partie à Montréal, on s'en va à New York, puis on restait, les arbitres puis les juges de ligne restaient dans le même hôtel que nous autres, puis l'arbitre, la veille, m'avait donné une punition de 10 minutes que je pense que je ne méritais pas. L'autre joueur l'a mérité plus que moi. Le lendemain, bien, on était tous à l'hôtel. Le lendemain matin, on s'en allait tous les joueurs sortaient de l'hôtel, puis on s'en allait à la messe. Notre gardien de but, Jerry McNeil, il me dit à moi, l'arbitre, il est dans le lobby, puis il t'a pas de critiquer, puis il dit, tu méritais ta punition. Ah ben là, j'ai dit, c'est vrai, là. On va aller voir si c'est vrai. Là, je rentre dans le lobby, pogne l'arbitre par le collet, puis il dit, c'est vrai tout ce que Jerry McNeil vient de me dire? Je dis, j'ai jamais parlé de vous. Il dit, jamais, jamais. C'est lui qui m'a mis le feu, Jerry McNeil. L'arbitre avait jamais... Je ne l'ai pas frappé, bien entendu, mais il l'a juste poigné par le collet. Mais il l'a pas frappé, il n'a pas eu le temps parce qu'on était à deux, il avait parlé sérieusement avec moi, on s'est jeté entre les deux. Mais son poing est arrivé ici, là. S'il me frappe d'aplomb, moi je meurs, hein. Directement là, il frappait comme un bœuf, fort. J'avais payé une amende de 250 $. J'étais curé de me faire accrocher. Ils te lâchent pas, hein? Non. Mais ils te lâcheront jamais. Ils savent qu'ils peuvent te provoquer. Je cherche pas à me battre. Juste oui. C'est ton année, Maurice.
C'est ta chance cette année d'aller chercher le championnat des compteurs. Je sais que c'est important pour toi. Je te demande pas de changer. Il faut que tu te défendes. Fais juste attention. On va essayer. Ce soir de décembre 1954, aux Gardens de Toronto, la foule ovationne Maurice Richard lorsqu'il enregistre son 401e but. Mais quelques minutes plus tard, c'est un Maurice furieux qui quitte la patinoire sous les huées. Expulsé du match parce qu'il a frappé un juge de ligne qui tentait de le retenir. Maurice poursuivait un joueur torontois qu'il avait mis en échec. Le Rocket se voit aussi imposer une amende. C'est la deuxième fois qu'il s'en prend à un officiel de la Ligue. La saison 54-55 est vraiment la meilleure que Maurice Richard ait connue depuis 12 ans. Une saison sans blessure où il continue de se surpasser. Il peut espérer obtenir enfin le titre du meilleur compteur de la Ligue. Un trophée qu'il n'a jamais réussi à décrocher, même s'il a compté très souvent le plus grand nombre de buts en une seule saison. Le trophée du meilleur compteur est attribué en tenant compte du total des buts et des assistances. Maurice Richard est en première position et évidemment Jeff Rion est en deuxième et Jean Béliveau est immédiatement en troisième position. Ce 13 mars 1955 à Boston, Maurice Richard n'a jamais été aussi près du championnat des compteurs. Il ne reste plus que 4 parties dans la saison régulière. La mise en échec que lui sert Hal Laycoe fait tout basculer. J'avais passé au relevé, puis il avait levé son hockey. Il m'a accroché le bord de la bouche avec son hockey. Quand je me suis mis la main dans le visage, dans la figure, je me suis aperçu qu'il y avait une coupure, puis j'avais été coupé. Alors, comme d'habitude, mais j'ai parti après lui, moi aussi. En arrivant au relevé, mais l'arbitre, le juge de ligne me prenait à bras-corps, même, me retenait. Je me démanchais de lui, puis l'écho frappait, il soignait sur moi avec ses poings. Deux fois, je l'ai envoyé. Troisième fois, je l'ai envoyé. Mais la quatrième fois, quand il me retenait par en arrière, là, il était pris sur le bord de la bande. Là, je me suis retourné, j'ai frappé le juge de ligne. Parce qu'il me retenait, puis personne ne faisait rien. Puis là, l'écho me soignait sur moi, il m'envoyait des coups de poing. Gentlemen, where's Richard? We gotta book you downtown, sir. Oh, for the love of God, this is hockey.
Clarence Campbell a convoqué les partis à son bureau de Montréal. Le président de la Ligue doit statuer sur le sort de Maurice après la suspension de match imposée 3 jours plus tôt. Une quarantaine de journalistes assiègent le bureau de la Ligue où l'audition se déroule derrière des portes closes. Après 3h30 de discussion, les témoins quittent dans le plus grand mutisme. Il est 13h30. Maurice Richard est livide. Il n'a presque pas dormi depuis dimanche et ressent de vives douleurs à la tête et à l'estomac. Il se rend à l'hôpital où il doit poursuivre des examens en attendant le verdict. Avez-vous eu des nouvelles? Tout le monde parlait rien de ça à l'école. Maurice va répondre. Allô? Ça devait être à 2 heures, ça a été reporté à 3 puis à 4 heures. Maurice est en train de passer ses examens à l'hôpital. Il s'est juste défendu. L'arbitre le tenait pendant que l'autre faisait dessus. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Ils sont toujours dessus. Dim, t'as raison, mais ça te donne quoi de toujours en ressort, c'est ça? Hein? Maurice. Oui, allô? Non, mais on ne sait rien de plus. Oui, bonjour. Je suis certain que Campbell va en profiter pour le crucifier. Lui et puis tous les autres bandits de gouverneurs. S'ils font du mal à votre père, ils n'en sortiront pas vivants. This happened so fast. A week ago, it wasn't like this. Sure it was. They would have gotten him on something else. I can't stand to hear that damn radio anymore. I can't stand to read the papers myself. Richard did this, Richard did that. They hate him because he's good. They hate him because he's the best and they want him out. Et voici maintenant un communiqué spécial. Mesdames et messieurs, nous venons tout juste de recevoir ce communiqué émanant du bureau du président de la Ligue nationale de hockey, Monsieur Clarence Campbell. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, non, mesdames et messieurs, je pense que je peux pas croire ce que je lis là. C'est vraiment pas possible. Écoutez, c'est exactement tout ce que Maurice Richard et ses partisans craignaient. Just listen. Alors, je vais vous lire. How do you expect me to listen? Just change it. Le temps de la clémence et de la tolérance est révolu. Il importe peu que ces agissements soient le produit d'une instabilité de caractère ou un défi délibéré de l'autorité. On ne peut tolérer pareille conduite que le joueur impliqué soit une étoile ou non. Il est donc décidé que Richard sera suspendu pour toutes les parties régulières, aussi bien que pour toutes les joutes des éliminatoires, c'est-à-dire pour le reste de la saison en cours. Don't believe it's not fair! To hell with Campbell! Believe it! Damn it! Suspend him! Something about it. That's not right! I argued against it. Selke argued against it. There was no use. No use. I'm sorry. For you, for the team. It's not fair. I know. Leko hits first and he gets nothing. I know.
do I do? Do I go to the game? It's your decision. Think it over. Do I go to the playoff? Sit in the stands? All the games? I'm worried about the playoffs. Without you, Rocket. Oui, je vais lui dire. Merci. Bonsoir. Ça arrêtera pas de la nuit. Maurice, t'as rien mangé de la journée. Tu veux pas que je te prépare quelque chose avant qu'on aille se coucher? Peut-être que tu devrais être content de voir qu'il y a autant de monde qui t'appuie. Il y en a même une couple qui parle d'aller tuer Campbell. Je pourrais leur donner des idées. Certainement, dans ce geste-là, personnellement, j'ai toujours cru qu'on avait énormément exagéré sur cette sentence. Enlever Maurice au Canadien, qui est non seulement son importance comme joueur, mais son importance comme leader, était pour nous, les joueurs, et pour moi personnellement, avoir outrepassé la normale. Il y avait raison de suspendre Maurice, mais il aurait dû suspendre pour les 3 parties, les 3 derniers matchs seulement, pas pour les éliminatoires. C'est le peuple qui a puni. Quand Maurice a été suspendu, j'ai toujours pensé que c'était une suspension plus que sévère. On a voulu lancer le message, Maurice Richard, tu ne conduiras pas la Ligue. M. Campbell avait décidé de me suspendre pour les parties de la Coupe Stanley. Et j'allais accepter peut-être 10, 12, 15 parties la saison suivante, parce que ça aurait été dans les parties de la saison régulière. Mais par contre, la suspension pour le play-off, je pense qu'il a peut-être été aidé par les propriétaires de la Ligue nationale à suspendre pour tous les parties de la Coupe Stanley. C'est ça que j'en ai toujours voulu un peu à M. Campbell. Es-tu sûr qu'il faut que tu fasses ça? J'ai encouragé les gars. Pas envie de me cacher si j'étais coupable. Maurice, qu'est-ce qui va arriver si Campbell décide d'aller à la game? Je sais pas. Ils disent à la radio que s'il se monte la face, ça va mal tourner. Papa, est-ce que ça veut dire que tu gagneras pas le championnat des compteurs? Viens finir ton dîner, Maurice. I was refereeing the game, and I'm at home, my home in NDG, and I turn on the radio for the morning, and the disc jockey's saying, is this March the 17th, St. Patrick's Day, or is it Blow Up the Sun Life Building Day? And that's where the NHL offices were. And I said, hey, that's a good joke, you know? And that night, I go down to the game. Referees go early. And I go into the game. There's people all around the Forum. But there's no trouble started yet. Il y avait 300 ou 400 jeunes au dehors. De l'autre côté de la rue, la police les a tenus de l'autre côté de la rue parce que toute la journée, ils avaient circulé autour du Forum
avec des pancartes qui injuriaient plus ou moins M. Campbell, le président, parce qu'il avait suspendu Richard. Maurice Richard arrive au Forum pour assister à la partie. Il s'agit d'un match important. Il n'en reste que 3 en saison régulière. Le Canadien dispute à Détroit la première position pour la 4e année d'affilée. Quelques minutes après le début de la partie, Clarence Campbell vient prendre place dans son fauteuil. Les autorités municipales espéraient qu'il n'assiste pas au match. Un souhait qu'il n'avait apparemment pas saisi. It was my right and my duty to be present at the game, both as a citizen and as president of the league. And if the mayor or the forum authorities had any apprehension that they would not be able to deal with the situation and had requested me to absent myself, I would have complied gladly with their request. Des objets commencent à pleuvoir sur le président de la Ligue. Quand la première période prend fin vers 21h, Détroit mène 4-1. Detroit were playing. It was an important game. But for some reason or other, and that place is jammed, there was a vacuum in the place. Instead of a lot of noise and explosions and all that, there was a total vacuum in that place. And you knew, it was like pre-thunderstorm. You know how there's an awful calm, and then all of a sudden, pardon the expression, all hell breaks loose. And this is the way it was. And I said, gee, this is and it was terrible. And the game didn't mean anything. At the end of the first period, Detroit are leading 4-1. The game didn't mean anything. Tout à coup, un jeune homme s'approche de Clarence Campbell et lui assène un coup de poing. J'étais là, moi, derrière les buts. J'ai vu que le président Campbell était assis pas loin de nous autres dans des loges. J'ai vu le gars aller le frapper, un gars que j'ai connu. Et bon, j'ai pas aimé ça, bien entendu. Presque aussitôt, une bombe fumigène explose, poussant la foule hors du forum. Cherchant à se mettre à l'abri, Maurice Richard et Clarence Campbell vont se retrouver face à face dans les minutes qui suivent. Et on avait un couloir, là. C'est environ un pas de marche d'homme de Maurice, peut-être 10 pas, se rendre dans la clinique. Alors, il est rentré là tout de suite. Par instinct, je dirais. Quand M. Campbell et sa femme, un de nos policiers l'a emmené là parce que c'est un endroit sécuritaire le plus près, probablement. Et probablement que Campbell a été aussi surpris de voir Maurice là que Maurice a été surpris de voir M. Campbell et Mme Campbell là. And then all of a sudden I see the tear gas coming in underneath the door. And I yelled at my linesmen, who were Bill Roberts and Curly Davies at the time. I said, grab the towels, get them wet, and put them over your head, because I know what tear gas can do. Well, before we could grab the towels and get them wet and put them over our heads, the cops broke in and took our towels and got them wet and put them over their heads. So we were left there. Mais chose assez extraordinaire, le forum s'est vidé dans 9 minutes. Hein? On avait presque 15 000 personnes dans la bâtisse. Il n'y a pas eu le moindre anicroche. Tout a été parfait. Il n'y a pas eu aucun blessé. Mais c'est au dehors que ça a commencé. Mais moi, j'étais dehors quand ça a commencé. Tout à coup, tout le monde commençait à sortir. Mais ça a explosé très vite et énormément dans les rues et partout. C'était extraordinaire. Les joueurs et les officiels sont retenus à l'intérieur jusqu'à ce que les dirigeants de la Ligue concèdent la victoire à Détroit. Je m'attendais jamais à ça. Je pensais pas que le monde était pour venir autour du forum, faire une parade, puis envoyer des... Ben là, l'émeute est venue après la partie.
quand la partie a été arrêtée après la première période. À l'extérieur, la foule ne cesse de grossir, attirée par les reportages diffusés à la radio. La police, vite débordée, procède à une centaine d'arrestations. Les autorités municipales exhortent les postes de radio à mettre fin à leur diffusion pour ne pas attiser la colère du public. Quand les joueurs peuvent enfin quitter le forum vers 23 heures, la foule s'est déplacée vers l'est. Des dizaines de vitrines ont volé en éclats sur 2 kilomètres. Les émeutiers se sont acharnés sur les vitres du forum et de la taverne York avant d'avoir été repoussés plus loin par les policiers. Je suis justement à côté d'un de ces groupes qui hurlent « Mort à Campbell! Vive le Rocket! » Je ne sais pas si vous pouvez les entendre. Plusieurs poubelles ont été renversées. Les manifestants s'attaquent maintenant aux autos et aux tramways. Des débris de toutes sortes inondent la rue Sainte-Catherine. On me dit qu'on a même fracassé les vitrines d'une quarantaine de magasins. Des bijouteries ont été saccagées. On a renversé et brûlé des kiosques à journaux. On continue. On va aller se coucher. J'ai peur que ça continue toute la nuit. Tu ne devrais pas faire ça. Peut-être pas. Mais s'il y a un coupable, c'est certainement pas toi. Puis on le sait comment il s'appelle. Celui-là, il rappellera plus jamais dans cette affaire. Allô? Yes, one moment, please. Maurice. Maurice. C'est M. Selke. Yes. Yes. Okay, I'll do it. Okay. Parce que je joue toujours avec tant d'ardeur et que j'ai eu du trouble à Boston, j'ai été suspendu. Je suis vraiment peiné de ne pouvoir m'aligner avec mes copains du Canadien dans les séries de détail. Je veux toutefois penser avant aux amateurs de Montréal et aux joueurs du Canadien qui sont tous mes meilleurs amis. C'est moi qui ai écrit le texte à la demande de M. Selke pour qu'il s'adresse au peuple. Il l'a approuvé d'ailleurs avant de le lire, parce que Maurice Richard, vous ne pouvez pas lui faire lire ou dire ce qu'il ne veut pas dire. Je viens donc demander aux amateurs de ne plus causer de troubles et je demande aussi à tous les partisans d'encourager le Canadien pour qu'il puisse l'emporter en fin de semaine contre les Rangers et le Détroit. Nous pouvons encore nous assurer le championnat. J'accepte ma punition et je reviendrai la saison prochaine pour aider mon club et les jeunes joueurs du club à remporter la Coupe Stanley. Ce qui est arrivé là, en dehors, moi, non plus, j'ai pas aimé ça de voir les jeunes casser des vitres, lancer toutes sortes de choses, virer des cabanes de journaux en envers, briser des vitrines. C'est des choses que je n'ai pas aimé. Et c'est pour ça que le lendemain, je suis allé à la radio, à la télévision, de dire aux gens, bien, oui, j'accepte ma pénitence, ma suspension, j'accepte tout. J'espère que les gens vont lâcher de faire du train et de briser tout. Alors, ça s'est arrêté, puis... On a tué mon frère Richard. C'est le titre de l'article que le journaliste a écrit sur votre père. Le nationalisme canadien-français paraissait être réfugié dans le hockey. La foule qui clamait sa colère jeudi soir dernier n'était pas animée seulement par le goût du sport ou le sentiment d'une injustice
commises contre son idole. C'est toi, ça, papa? Oui, ça, c'est votre père. C'était un peuple frustré qui protestait contre le sort. Le sort s'appelait jeudi M. Campbell. Mais celui-ci incarnait tous les adversaires réels ou imaginaires que ce petit peuple rencontre. Mais pour ce petit peuple, au Canada français, Maurice Richard est une sorte de revanche. Il est vraiment le premier dans son ordre. Il allait le prouver encore une fois cette année. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais t'expliquer tantôt. Or, voici surgir Campbell pour arrêter cet élan. On prive les Canadiens français de Maurice Richard. On brise l'élan de Maurice Richard, qui allait établir plus clairement sa supériorité. Et cet on parle anglais. Et cet on décide en vitesse contre le héros, provoque, excite. Alors il va voir. On est soudain fatigué d'avoir toujours eu des maîtres, d'avoir longtemps plié les chaînes. Le Globe and Mail à Toronto a envoyé un type ici au forum. Lorsqu'on m'a interviewé, moi, on m'a demandé qu'est-ce que c'était Maurice Richard vis-à-vis des Canadiens français. C'est pas une question facile. Ça paraît facile, mais ça ne l'est pas. La seule chose que j'ai pu lui répondre, Ralph, j'ai dit, écoute, c'est mon cœur qui parle. J'ai dit, pour moi, Maurice Richard, dans ce temps-là, surtout, dans les 15 premières années, c'était notre drapeau. C'est ça qui était. Sans qu'on s'en rende peut-être compte, mais c'est ce qu'on voulait qu'il soit. Et il l'a été. Il l'a été parce que un drapeau est une chose qu'on respecte, qu'on adore, si tu veux. Et il a toujours mené une vie absolument exemplaire, avec aucun scandale dans sa vie publique, dans sa vie privée. Et sans monter sur les hustings et dire les Canadiens français, puis c'est ci, puis c'est ça, mais il l'a fait, lui, par sa conduite. Ce que plusieurs ne peuvent pas faire, naturellement. Mais lui, il avait l'occasion de le faire, puis il l'a fait. Alors, on ne le dira jamais assez fort, je pense bien. La saison 54-55, commencée en Lyon, avait pris fin abruptement pour Maurice Richard. C'est Bernard Geoffrion qui remporte finalement le trophée du meilleur compteur de la Ligue. Mais Boum Boum Geoffrion verra cet honneur assombri par le ressentiment de plusieurs supporters du Rocket, déçus de voir leur idole rater la cible de si près. C'est une chose que j'ai jamais eue pendant 18 ans. Cette année-là, s'il n'y avait pas eu de la suspension, je pense qu'il aurait gagné le championnat d'air. C'est la seule chose que je regrette de ne pas avoir gagné. On a perdu la Coupe Stanley dans la 7e partie à Détroit, en surtemps. Alors, ça nous a fait de la peine. Si on avait eu Maurice, on l'aurait gagné. On stage here because tonight is the first anniversary of Sports Illustrated, the most amazing array of sporting stars ever assembled, I think, on one stage. They're probably Canada's most famous athlete. For the last 10 years in big league hockey, the name of the Rocket, fire on ice, he was described in one Sports Illustrated story. Maurice Richard, would you stand up there and take a bow, please? La popularité du Rocket se répand dans toute l'Amérique. Le jeune Montréalais qui ne connaissait pas un mot d'anglais au début de sa carrière est maintenant reçu par Ed Sullivan sur le plateau de télévision le plus couru des États-Unis. Et ses exploits ont la cote dans la presse américaine. Après un été difficile, le Rocket peut enfin retrouver ses coéquipiers sur la glace.
et un nouveau venu qui lui permet d'oublier les mauvais souvenirs du printemps. J'ai jamais pensé d'avoir pu jouer avec mon frère Maurice. C'est un rêve d'enfance, naturellement. Mais je n'y croyais pas. Je voulais jouer au Canadien, mais je pensais pas jouer avec Maurice à cause de la différence d'âge. Oui, naturellement, je parlais pas d'anglais. Fait que j'en m'étais dit, M. Sergei veut te voir en match. J'ai fait que Maurice est venu avec moi. Et puis, il a demandé à Maurice, premièrement, il parlait à Maurice. Il dit, penses-tu que ton frère, es-tu prêt pour jouer dans les nationales? Maurice dit oui, définitivement qu'il est prêt pour jouer avec le club canadien. Et puis, M. Selke a dit, c'est correct, donc on va lui faire signer un contrat. La ville de Boston, témoin des incidents ayant entraîné la suspension de Maurice, rend l'année suivante un bel hommage à Mme Alice Richard, qu'elle désigne mère de l'année, parce que 2 de ses filles jouent maintenant dans la Ligue nationale. Pour jouer au hockey, je pense qu'il était un très bon joueur, puis il m'a aidé beaucoup dans les dernières années. 5 années que j'ai joué avec lui, et puis dès qu'il est mort, ces deux joueurs-là m'ont aidé beaucoup, comme Elmer Lack et Toblick m'ont aidé. Et je le cherchais partout sur la lettre pour pouvoir y passer la rondelle. C'était un rêve de jeunesse, et puis Maurice était mon idole, en fait. Yeah, I played in the greatest era of hockey in the 50s and in the early 60s. I believe the Rocket will be, and if they play hockey for another 1,000 years, there will never be a better hockey player than Rocket Richard from the blue line into the goal. He was just, once he came over that blue line, there was nothing but determination and desire in that man's face. En plus d'un nouveau coéquipier, Maurice a aussi un nouvel entraîneur. Toe Blake, son ancien allié de la Punchline, succède à Dick Irvin. Au printemps 1956, le Canadien ramène la Coupe Stanley à Montréal. Émile Bouchard va bientôt prendre sa retraite, et c'est Maurice Richard qui lui succédera dans le rôle de capitaine de l'équipe. En cette fin de saison, l'atmosphère est bien différente de celle de l'année précédente. Les Montréalais en liesse s'acclament leur héros. Ils sont tellement nombreux que le défilé met plus de 7 heures à traverser la foule massée sur le parcours. Toe Blake, entraîneur. Maurice Richard, capitaine. Une nouvelle énergie anime le club. Besoin de parler. On connaissait tous son intensité. On savait tous que lorsqu'il sauterait sur la glace, que tous les moyens seraient utilisés afin de permettre à l'équipe de gagner. Et devant son ardeur, son intensité, et j'ai toujours dit qu'il n'avait pas besoin de parler, on voyait ça dans ses yeux. Les yeux étaient très flamboyants, et plus la partie approchait, plus l'heure de la partie, sa concentration et surtout par ses yeux, on savait qu'il était prêt. À la fin de sa première saison comme capitaine, au printemps 1957, le Rocket étonne une fois de plus ses coéquipiers et le public. Dans les éliminatoires, il n'y avait pas un joueur, je pense, qui était plus, excusez-moi l'expression anglaise, money player comme Maurice Richard pouvait l'être. Et dans les 6 éliminatoires cette année-là, une partie contre Boston, j'étais au Montréal, il a compté 4 buts. I think it's more of a confidence situation for us than anything else. You get that burst, you get that confidence, and all of a sudden you hit this wave, and then that night you can score 3 goals, 4 goals, and all of a sudden you got a 5th goal. He wasn't a selfish player. He was a team player in spite of being the superstar. And one hears a lot, as you say, from other players that he brought them up. He helped them up and supported them, and they felt better
playing with him, and were able to follow that leadership. C'était le club idéal, le club de rêve, si vous voulez, de 1955 à 60, lorsqu'on a gagné 5 Coupes Stanley consécutives. C'était tous des joueurs qui ont évolué dans la Ligue junior. On pouvait contrôler les joueurs dans le temps. On ne peut plus le faire aujourd'hui. Il n'y avait pas de repêchage dans ce temps-là. Je me rappelle, une fois, j'avais fait une entrevue, j'étais tout jeune journaliste dans le temps, avec André Pronovo, qui était une recrue avec le Canadien. Il jouait avec Claude Provo. Avec Phil Goyette, c'était il appelait ça la Kid Line du temps. Et André Pronovo m'avait dit, il nous parle pas souvent, mais juste nous regarder, ça suffit. On est mieux de donner un effort. Parce que Maurice, c'était toujours l'effort. Encore une fois, Maurice Richard enflamme les amateurs lorsqu'il atteint en octobre 57 la barre magique de 500 buts. Un but compté avec l'assistance de Jean Béliveau. Ce nouveau record lui vaut l'ovation la plus longue jamais enregistrée jusque-là au Forum. C'était la première fois qu'un joueur comptait 500 buts. Maurice était extrêmement heureux que les spectateurs étaient débordants de joie lorsque ce fait d'armes dans la longue carrière de Maurice est arrivé. You know, if you go back in any sport, there's always one man who made that sport totally successful and accepted by the public. Only one. In tennis, I can remember go back to Bill Tilden. Old-timers will remember Bill Tilden. He sold tennis. There was Arnold Palmer in golf. There was Jack Dempsey in boxing. There was Red Grange in football. But the Rocket is the guy that totally sold hockey in America. Moins d'un mois après son exploit du 500e but, survient la blessure qui aurait pu lui être fatale. Une coupure au tendon d'Achille qui va le garder 3 mois loin du jeu. Toute une épreuve pour l'homme qu'on vient de désigner l'athlète de l'année au Canada. Lorsqu'il se présente à la soirée organisée pour souligner son exploit, Maurice a troqué les patins pour les béquilles. Ces retrouvailles loin de la chambre des joueurs sont même l'occasion d'un rapprochement avec le président Campbell, au cours duquel les deux hommes peuvent compatir à leurs vieilles blessures. C'est à la veuve de Dick Irvin, son premier entraîneur dans la Ligue nationale, que Maurice remet la rondelle de son 500e but. Il est revenu au jeu à la fin de février contre Boston au Forum. J'y étais, debout derrière les Blancs, les sièges gris. Et là, le Rocket a compté 2 buts dans la première période. Il jouait avec son frère Henry puis Dickie Moore. Là, il a quitté le match parce qu'il faisait trop mal. Et là, il est revenu seulement dans les séries éliminatoires. Même si son club va bien, Maurice Richard recommence à s'inquiéter. Bientôt se réinstalle la série noire des 3 premières années de sa carrière, où il avait été si souvent blessé. Dans mes 3 dernières années avec le club canadien, j'ai eu une fracture de la mâchoire, de la joue, j'ai eu une fracture d'un poignet, puis une autre fracture de cheville à mes 3 dernières années avec le club canadien. Après avoir établi tant de records dans la Ligue nationale, Maurice est si souvent absent du jeu qu'il ne réussit même pas à compter 20 buts dans une saison. Il n'y a pas de doute que Maurice, en dehors de la glace à cause de blessures, n'était pas tellement heureux. C'est très difficile lorsqu'on est blessé et de recommencer à pratiquer quand tes coéquipiers sont sur la route et que tu es tout seul au forum qui patine à essayer de regagner un conditionnement. De plus en plus préoccupé par ses blessures, le Rocket profite de ces périodes d'inactivité pour répondre aux invitations pressantes de ses admirateurs. C'est avec une cheville immobilisée dans un plâtre qu'il s'envole pour la Tchécoslovaquie au printemps 1959. Invité à honorer les champions d'un tournoi international de hockey, il est bien loin d'imaginer l'accueil qu'on lui prépare à Prague.
quand je suis rentré dans l'aréna, je connaissais pas personne. J'ai rentré dans l'aréna, je suis allé sur le bord de la patinoire, puis là, des gens ont commencé à me reconnaître. Là. Tout le monde s'est mis à taper des mains, à m'applaudir, puis le monde criait Rocket, Rocket. Je suppose que ça veut dire Rocket. C'est ça qu'ils criaient dans l'assistance. C'est là que j'ai été surpris de voir tout ce monde-là me reconnaître. Depuis que vous avez été pris en charge par nos amis les sportifs tchécoslovaques, il est même très difficile de vous voir. L'on dit que lorsque l'on a envie de vous adresser la parole, il faut faire une demande en 4 exemplaires dont une vous est remise. Vous la signez et on peut venir vous voir. C'est exact? C'est bien vrai, Léon. J'ai été occupé depuis les 4 jours que je suis ici. Et franchement, la manière dont j'étais reçu, je ne peux pas y croire. Je ne pensais jamais que les gens ici en Tchécoslovaquie pouvaient recevoir un joueur de hockey du Canada. Franchement, c'est un cadeau que je ne pensais jamais de recevoir ici. Sitôt rentré, le Rocket mène son équipe à une 4e conquête de la Coupe Stanley. Mais le champion compteur n'est pas au rendez-vous. Les premières critiques sur sa performance l'atteignent dans son orgueil. Et c'est un capitaine préoccupé qui pose pour la photo officielle des champions. Série finale contre Toronto. Son 626e but en 18 ans de carrière. Et c'est à Toronto où son équipe vient de remporter une 5e Coupe Stanley d'affilée qu'il fait 2 jours plus tard son dernier discours comme capitaine. It's always nice to win the cup outside of Montreal, and the best place to win it is right here in Toronto, because the people are really nice. They give us a nice hand anytime we score, and they really give us a good hand all the way during the series. Thank you very much, ladies and gentlemen. Merci beaucoup, M. Campbell. Je remercie beaucoup tous les partisans ici du Toronto Maple Leafs de leur bon appui qu'ils nous ont donné durant la série. Et il nous fait réellement plaisir de gagner la Coupe Stanley avec mes coéquipiers ici même à Toronto. Merci beaucoup encore une fois et bonsoir. Eh bien, Maurice, nos félicitations. Un capitaine content. Est-ce que ça s'améliore d'année en année au point de vue satisfaction, joie? Je être satisfait et avoir de la joie. L'année, franchement, c'était un réel succès ce soir. Je ne pensais jamais que le club était pour jouer assez bien pour gagner 4 petites suites. Et toi, tu ne savais même pas si tu pourrais jouer? Franchement, ce soir, je ne pensais pas de jouer. J'ai décidé ça dans les minutes, car le pied était pas mal enflé. J'avais de la misère un peu à grouiller au commencement, mais en me réchauffant, ça a très bien été. De toute façon, félicitations pour la petite passe à la fin de toute beauté à Henry, qui a bien su la capter. Merci beaucoup. C'est vrai que t'es trop vieux puis que t'es fini. C'est vrai que je suis plus aussi bon qu'avant. J'ai été blessé souvent. J'ai pris du poids. J'ai plus de misère qu'avant, ça c'est sûr. C'est pas vrai. T'es le meilleur. On va mettre ton pyjama. Toi aussi, André. Je vais aller vous conter une belle histoire. C'est pas vrai ce qu'ils disent à la radio. T'es capable de toutes les battre. Peut-être que ton père se sent plus comme le meilleur. Puis ça, ben, c'est difficile pour lui. Même si nous autres, ici, on le sait tous qu'il est encore bien meilleur que la plupart des joueurs dans la ligue. Mais quelle que soit la décision qu'il va prendre,
Je suis sûre que ça va être la bonne. Ça a été très difficile de prendre une décision. Ça m'a pris tout l'été. M. Selke m'avait préparé à ça. Il voulait absolument que je décide ça au début du camp d'entraînement. Frank Selke was a very rare man, and in my opinion, a very good judge of people and a very well-disposed person. And one thing he said to me was he didn't want Morris, as he called him, to leave the game and then have any sort of lose any sort of class and caste that he had developed in the game. He wanted him to go out with his head high and at the top of his career. Ma femme, puis les enfants voulaient continuer à jouer parce que j'avais assez bien réussi dans les dernières années de jouer, surtout de jouer avec Henri et de Kémore. Et il n'était pas d'accord avec moi. On ne comprenait pas vraiment pourquoi il voulait prendre sa retraite. Plus tard, je l'ai compris parce qu'il avait des problèmes de poids. Il avait engraissé, puis il pouvait, même s'il s'entraînait, puis il faisait attention à son alimentation, il avait beaucoup de difficultés à retrouver son poids d'antan. Il avait des problèmes avec son tendon d'Achille qui avait été coupé 2 années auparavant. Et puis, en quelque part, il entendait, il commençait à voir dans la foule des gens, « Hey, le vieux! » Puis mon père étant un homme très orgueilleux, je pense que ces petites choses-là qu'il entendait à gauche, à droite, là, ça l'a fait réfléchir. Il a dit « Non. » Il disait avant que les gens se mettent à me huer, puis à me dire qu'il serait temps que tu prennes ta retraite. Je pense qu'il a pris la bonne décision. À l'ouverture du camp d'entraînement en septembre 1960, les pages sportives sont tapissées de messages destinés à Maurice Richard. Le public est invité à l'aider à prendre sa décision. C'est le 12 septembre 1960 qu'il endosse pour la dernière fois l'uniforme bleu, blanc, rouge. Ce que je conserve très clairement, et c'est qu'il avait compté 4 buts. Lors de cette pratique-là, il n'avait pas l'air d'un joueur qui était fini, certainement pas ce matin-là. Compter des buts, j'en comptais. Je comptais plusieurs buts, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Mes réflexes n'étaient pas les mêmes. Je me faisais frapper plus souvent qu'à mon tour dans les dernières années aussi. Alors, avant d'avoir une blessure réellement grave, j'avais décidé de lâcher. Mais par contre, personne ne le savait. L'offre du club de garder Maurice Richard comme ambassadeur du Canadien au même salaire finit par faire pencher la balance. Ma décision est maintenant prise et je m'excuse si je vous ai fait languir tous depuis déjà plusieurs mois avant de prendre une décision finale. Vous admettez avec moi que cette décision ne fut pas facile à prendre. Ça fait déjà 2 ans que j'y songe, presque jour et nuit, et vous devinez donc que ces 2 dernières saisons ont été très dures pour moi. J'ai toujours fait mon possible et j'ai toujours travaillé bien fort pour bien servir le hockey et le club de hockey, le club de hockey canadien. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour souhaiter bonne chance au club et à tous les joueurs qui resteront avec le bleu-blanc-rouge. J'espère qu'ils remporteront une 6e Coupe Stanley de suite le printemps prochain. Je voudrais aussi remercier le public, tous les amateurs de hockey en général, de la province et d'ailleurs, sans exception, et particulièrement chacun de mes supporters qui m'ont tous si bien encouragé durant 18 saisons. Je m'en voudrais d'oublier la direction du club canadien, bien entendu. J'ai toujours reçu un magnifique support de la direction du club et surtout de M. Frank Selke, qui m'a grandement aidé à prendre ma décision en m'offrant un contrat alléchant, tout en étant libre de faire ce que je voulais faire. J'ai donc décidé de demeurer avec l'équipe, non pas comme joueur, mais comme ambassadeur du club de hockey canadien. En terminant, je tiens à vous remercier tous, messieurs, vous tous sans exception, qui avez tant fait pour moi et le club canadien. Alors, je vous remercie beaucoup.
C'est un peu comme, j'ai l'impression, lorsque John F. Kennedy est décédé. Il y a eu un vide, un moment donné, dans la vie des gens en apprenant le décès de John F. Kennedy. Mais je pense que dans le hockey, Maurice a causé un petit peu le même effet par rapport au public. Parce que, premièrement, les gens s'étaient beaucoup attachés à Maurice Richard. Les gens pouvaient se voir dans Maurice Richard, à travers Maurice Richard. J'étais venu le soir à la maison, ou le lendemain matin, j'avais dit, viens là, et puis de hockey professionnel pour moi. Donc, j'avais vu pleurer mon jeune garçon, puis ma femme aussi, puis moi aussi.
semaine prochaine, Jane Eyre, une histoire d'amour de Franco Zeffirelli avec Charlotte Gainsbourg et William Hurt. À présent, je suis aussi dur qu'une balle de caoutchouc des Indes.